Imaginez une salle de marché à Londres, un vendredi après-midi ordinaire. Les écrans affichent des chiffres verts, tout semble calme. Et pourtant, à ce moment précis, quelque part entre Pékin, La Haye et Bruxelles, 3 décisions administratives viennent d'être signées, presque simultanément, sans conférence de presse, sans déclaration solennelle. Aucune sirène n'a retenti, aucun sommet d'urgence n'a été convoqué. Et pourtant, ce que ces 3 signatures viennent de déclencher pourrait redessiner, en silence, la carte du pouvoir financier mondial. Ce n'est pas une guerre, pas encore. En tout cas au sens classique du terme. Il n'y a pas de chars, pas de missiles, pas de communiqués martiaux à la télévision. Mais quelque chose de profondément inquiétant s'est mis en mouvement. Quelque chose que très peu de gens, en dehors des cercles restreints des ministères de finances et des salles de marché, ont vraiment perçu dans toute son ampleur. Un système qui, pendant des décennies, a prétendu être neutre, universel, au-dessus des rivalités politiques, est en train de se fissurer, morceau par morceau, sans bruit, sans annonce officielle, comme une glace qui craque sous le poids d'une masse trop lourde. 4 événements, en apparence sans lien entre eux, viennent de se produire presque coup sur coup. La Chine a resserré son emprise sur les métaux qui font fonctionner chaque avion, chaque smartphone, chaque système d'armement de la planète. L'Europe a saisi le contrôle opérationnel d'un fabricant de puces chinois, installé sur son sol. Des dizaines de milliards de dollars russes restent enfermés dans des coffres occidentaux, transformés en une monnaie d'échange politique, dont personne ne sait vraiment comment elle sera un jour utilisée. Et l'Indonésie vient de rejoindre une banque de développement pesant 100 milliards de dollars, une institution conçue, dès l'origine, pour offrir aux pays du Sud un refuge en cas de sanctions occidentales. Aucun de ces 4 mouvements, pris isolément, ne ferait la une des journaux pendant plus de 24 heures. Mais ensemble, ils racontent une histoire bien plus grande, bien plus dérangeante, celle d'un basculement silencieux, méthodique, presque chirurgical, dans l'équilibre des forces qui dictaient, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui pouvait commercer avec qui pouvait épargner où, et qui, en définitive, contrôlait l'accès à l'argent lui-même. Et c'est ici que ça devient sérieux, parce que si vous pensiez que ces décisions sont purement techniques, purement administratives, vous passez à côté de l'essentiel. Chaque sanction, chaque interdiction d'exportation, chaque décret d'urgence produit désormais une contre-réaction. Et cette contre-réaction, à son tour, en engendre une autre. Ce qui était autrefois des décisions nationales isolées, alimente maintenant un courant bien plus large. Un courant qui érode lentement les règles commerciales qui avaient structuré la paix économique mondiale pendant près de 80 ans. Commençons par la Chine, parce que c'est là que la première secousse a eu lieu. Fin octobre, le ministère chinois du Commerce a élargi la liste des terres rares soumises à licence d'exportation, y ajoutant plusieurs matériaux critiques indispensables aux câbles électriques haute tension, aux turbines éoliennes et surtout au système de guidage des missiles. Reuters a rapporté que les traders ont immédiatement intégré la rareté dans leur prix. Le Financial Times a révélé que les fabricants européens avaient tenu des réunions d'urgence pour anticiper une pénurie de panneaux solaires, redoutant que les stocks de batteries et d'équipements de défense ne s'épuisent en quelques trimestres à peine. Pékin a présenté cette mesure comme une simple réforme administrative. Mais Bloomberg a noté un détail troublant. La décision est tombée exactement au moment où Scott Bessent, l'émissaire commercial de Donald Trump, menait des négociations tarifaires particulièrement tendues avec la Chine. La réponse de Washington n'a pas tardé. Des droits de douane pouvant atteindre 100% sur l'ensemble des importations chinoises, si l'accès aux minéraux critiques venait à être bloqué. Les responsables chinois, eux, ont rétorqué que la sécurité des ressources relevait de la souveraineté nationale, pas d'un accord commercial négociable. Puis, un compromis fragile a émergé. Les exportations vers les États-Unis et l'Europe sont restées officiellement plus strictes, mais les flux vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, eux, ont explosé. Les données douanières de l'OMC ont confirmé une hausse à 2 chiffres des expéditions chinoises vers les partenaires de l'ASEAN en l'espace d'une seule année, alors même que les volumes vers les marchés occidentaux reculaient. Les analystes y voient un signal calculé, presque cynique dans sa précision. La coopération pour les partenaires, l'asphyxie progressive pour les concurrents. Et c'est là que le cas de l'Inde devient particulièrement révélateur. New Delhi n'a jamais été nommé officiellement dans aucun décret chinois. Mais les fabricants automobiles indiens se sont retrouvés étranglés par le manque de terres rares, incapables de lancer certains modèles de véhicules électriques faute de composants. Bloomberg a qualifié cela de « gestion différenciée du pouvoir », une manière élégante de dire que Pékin punit sans jamais accuser, qu'il ferme un robinet sans jamais signer l'ordre de fermeture. Peu après, des fournisseurs indiens de batteries et de moteurs ont annoncé qu'ils reprenaient leur livraison. Une coïncidence, officiellement. Mais dans ce jeu-là, il n'y a jamais vraiment de coïncidence. Il n'y a que des géologies devenues politiques. À l'intérieur même de la Chine, les raffineurs de terres rares ont vu leurs marges exploser. Les prix du terbium et du dysprosium
deux métaux indispensables à l'électronique de pointe et au système de défense, ont grimpé de 18% en quelques semaines. Les entreprises locales détentrices de licences d'exportation en ont profité pleinement. Pour Washington et Bruxelles, ce fut un rappel brutal, une piqûre de rappel sur des années de discours creux consacrés à la diversification des chaînes d'approvisionnement, des discours qui n'ont jamais réellement conduit à une indépendance véritable. Un responsable commercial européen a confié à Reuters, presque avec résignation, « Nous diversifions, mais le marché nous devance toujours ». Et pendant que cette première onde de choc se propageait à travers les usines asiatiques, une seconde secousse, tout aussi lourde de conséquences, se produisait à des milliers de kilomètres de là, dans la petite ville néerlandaise de Nijmegen. Début octobre, les Pays-Bas ont pris le contrôle opérationnel de Nexperia, un fabricant de semi-conducteurs détenu par le groupe chinois Wingtech Technology. Le monde des puces électroniques a tremblé instantanément. Le ministre néerlandais de l'économie, Vincent Karremans, a expliqué devant les journalistes que l'État devait intervenir pour empêcher la fuite de technologies critiques destinées au secteur automobile européen. En quelques heures, les actions de Wingtech ont chuté de 12% à la bourse de Shanghai. Bloomberg a précisé que cette opération avait été préparée en coordination directe et confidentielle entre responsables néerlandais et américains. Des officiels américains redoutaient que les nouveaux designs de puces développés par Nexperia ne finissent par transiter vers la Chine, risquant d'atterrir sur les mêmes listes noires que celles qui frappent déjà Huawei. Les Néerlandais, eux, ont préféré agir seuls plutôt que d'attendre une pression américaine plus brutale. La réponse de Pékin a été immédiate et cinglante. Le ministère chinois du Commerce a qualifié cette saisie de politiquement motivée et a instauré, en retour, ses propres restrictions à l'exportation sur les composants chinois de Nexperia. Reuters a ensuite mis la main sur des documents internes révélant que les employés chinois de l'entreprise avaient reçu l'instruction de contourner la hiérarchie du siège néerlandais, privilégiant une autonomie opérationnelle totale sur le sol chinois. Certains commentateurs ont commencé à parler ouvertement de la première expropriation corporative de l'ère moderne des semi-conducteurs, un terme lourd de sens, presque irréversible dans ce qu'il implique. Des analystes européens, cités par le Financial Times, présentent cette manœuvre comme un test grandeur nature de la stratégie de sécurité de l'Union, une manière de protéger la technologie sans provoquer une confrontation ouverte. Mais les marchés, eux, l'ont lu tout autrement. Les fournisseurs de puces néerlandais ont annoncé, en l'espace de quelques jours seulement, que les livraisons chinoises avaient été suspendues. Les constructeurs automobiles allemands redoutent désormais que le coût de relocalisation forcée des composants puisse grimper jusqu'à 20%. Pékin a tenu à souligner que sa réaction demeurait strictement légale, sans nuance émotionnelle. Pourtant, sa portée symbolique est difficile à ignorer. Une démocratie européenne vient de nationaliser une entreprise détenue par des capitaux chinois. Une entreprise chinoise a répliqué en organisant sa propre forme de résistance interne. La frontière déjà mince entre logique commerciale et pouvoir d'État vient de s'effacer un peu plus. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like, parce que ce que nous venons de décrire n'est encore que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste. Loin des usines de semi-conducteurs, dans les tours vitrées de Bruxelles, une bataille d'un tout autre genre se joue, celle de l'argent lui-même, de sa nature, de sa réversibilité, de la confiance qu'on lui accorde encore. En Belgique se trouve Euroclear, le plus grand dépositaire de titres au monde. Un nom que la plupart des citoyens européens n'ont jamais entendu, mais qui détient, à lui seul, jusqu'à 185 milliards d'euros issus des réserves d'État russes, une partie des 210 milliards d'euros gelés depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Sur ces sommes colossales, 176 milliards d'euros ont été convertis en liquidités, ce qui pousse aujourd'hui l'Union européenne à envisager sérieusement leur transfert vers la reconstruction de l'Ukraine. L'idée se heurte pourtant à des obstacles juridiques considérables. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a mis en garde publiquement. Transférer des actifs souverains sans mandat international clair et incontesté pourrait saper la confiance globale dans le système de conservation européen. Une phrase prudente, presque diplomatique, mais qui cache une inquiétude bien plus profonde. Car si l'Europe se met à confisquer les réserves d'un État simplement parce qu'elle en a le pouvoir technique, alors quel autre État pourrait, un jour, se retrouver dans la même situation ?
Quelle garantie reste-t-il, pour n'importe quel gouvernement du monde, que son propre argent, déposé chez un dépositaire occidental, ne subira pas un jour le même sort? Bloomberg a révélé qu'Euroclear a généré plus de 3 milliards d'euros d'intérêts rien qu'à partir des actifs russes gelés au cours de la dernière année. Une somme qui reste aujourd'hui bloquée, pendant que les régulateurs débattent encore de son usage final. Pendant ce temps, selon le Financial Times, des millions d'investisseurs particuliers russes se retrouvent avec des portefeuilles internationaux totalement figés. Beaucoup d'entre eux avaient acheté des actions américaines par l'intermédiaire de courtiers locaux, bien avant l'entrée en vigueur des sanctions. Pour récupérer leur propre argent aujourd'hui, ils devraient obtenir une licence spéciale du Trésor américain. Une licence que, dans les faits, presque personne n'a réussi à obtenir. Un drame comparable se déroule à Londres, où près de 2 milliards de dollars d'or vénézuélien reposent dans les coffres de la Banque d'Angleterre. Les tribunaux britanniques ont gelé ces avoirs, en attendant la résolution d'un litige opposant deux factions politiques rivales, revendiquant chacune la représentation légitime de l'État vénézuélien. Résultat concret sur le terrain, Caracas se retrouve dans l'incapacité d'accéder à ses propres réserves pour financer même des importations humanitaires essentielles. Pour les pays du bloc BRICS, ces épisodes ne sont pas perçus comme des incidents isolés. Ils sont considérés comme la preuve définitive que les systèmes de conservation occidentaux ne sont plus, et n'ont peut-être jamais réellement été, politiquement neutres. Les ministres des Finances du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud ont multiplié les échanges, à travers leurs communiqués respectifs, pour accélérer la construction d'infrastructures alternatives, capables d'échapper à ce risque de gel unilatéral. Lors des dernières conférences économiques internationales, des économistes du FMI ont souligné à quel point la diversification des réserves de change s'est accélérée depuis 2022. Une part croissante des avoirs souverains des pays émergents se déplace désormais vers les centres financiers d'Asie et du Moyen-Orient, loin de New York et de Londres. Et parfois, cette architecture parallèle prend une forme concrète, presque tangible. Le commerce en monnaie locale entre la Russie et l'Inde représente aujourd'hui près de 90% des échanges bilatéraux entre les deux pays. La Chine et le Brésil règlent une part croissante de leurs transactions dans leur propre devise. Et la nouvelle banque de développement, l'institution financière du BRICS, a commencé à émettre des obligations libellées non plus en dollars, mais en rands sud-africains et en yuan. Ce qui était, il y a encore 3 ou 4 ans, une simple querelle théorique sur la dédollarisation, s'est transformé en réalité pratique, mesurable, chiffrée. Et la décision prise par l'Indonésie ce mois-ci en constitue la preuve la plus éclatante. Le président indonésien Prabowo Subianto a officiellement approuvé l'adhésion de son pays à la nouvelle banque de développement, après un ultime feu vert du Conseil des ministres. Cette institution, dirigée par l'ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff, dispose d'une capacité de capital autorisée de 100 milliards de dollars et a déjà investi 39 milliards de dollars dans 120 projets à travers le monde. Jakarta envisage d'y recourir pour financer 77 programmes stratégiques, allant de nouvelles installations énergétiques jusqu'au corridor de transport reliant les mines de nickel aux futures usines de fabrication de batteries. Reuters rapporte que Jakarta ne présente pas cette adhésion comme un geste hostile envers l'Occident, mais comme une plateforme complémentaire, une manière de ne plus dépendre exclusivement de l'aide financière occidentale pour ces grands projets d'infrastructure. La Russie et l'Inde ont salué publiquement cette adhésion, la qualifiant de renforcement décisif du bloc, malgré les tensions géopolitiques réelles qui traversent parfois les relations entre membres du BRICS. Selon des responsables indonésiens cités par Bloomberg, l'objectif affiché est clair: se prémunir contre l'instrumentalisation financière, respecter des standards internationaux qui, eux, échappent aux logiques punitives. Le Financial Times précise que la prochaine étape de la nouvelle banque de développement consiste à développer un programme d'obligations en monnaie locale dans l'ensemble des pays membres, une initiative destinée explicitement à réduire la dépendance au dollar. Sur le papier, cela ressemble à une simple mesure technique. Mais si l'on prend un peu de recul, cette initiative pourrait bien devenir l'expérience la plus significative du bloc entier. Un canal financier capable de résister au gel d'actifs unilatéraux, exactement le genre de protection dont la Russie et le Venezuela auraient eu désespérément besoin ces dernières années. Pour l'Indonésie, le calcul reste avant tout pragmatique. Le pays a besoin d'investissements massifs dans ses infrastructures et sa sécurité énergétique. Mais il cherche aussi, plus discrètement, une forme d'autonomie stratégique. Et cette adhésion prend un relief particulier lorsqu'on la replace dans son contexte régional.
Pour la coalition BRICS, l'arrivée de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est offre une influence considérable sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique, une région que Washington a longtemps considérée comme relevant naturellement de sa propre sphère d'influence économique. Chacun de ces 4 événements, pris séparément, semble n'appartenir qu'à sa propre logique locale. Mais mis bout à bout, ils dessinent une trajectoire commune, celle d'un monde qui reconstruit, morceau par morceau, sa propre architecture, où le flux des populations, des entreprises, des ressources, des technologies et des capitaux ne dépend plus d'un seul système protecteur universel. La Chine utilise son contrôle sur les exportations comme un levier de négociation. L'Europe teste les limites juridiques de la protection de ses propres actifs technologiques. Les économies émergentes construisent, pierre après pierre, leur propre système de conservation et de règlement. Ce basculement n'a rien d'idéologique, il est purement défensif. Chaque acteur cherche simplement à se protéger avant que la prochaine crise ne le frappe de plein fouet. Et pourtant, cette architecture parallèle n'est en rien une utopie de solidarité harmonieuse. À l'intérieur même du modèle BRICS, les tensions existent, bien réelles, souvent tues. L'Inde rivalise ouvertement avec la Chine pour le leadership régional. Le Brésil dépend encore massivement des marchés occidentaux pour écouler ses matières premières. La Russie, elle, demeure la plus isolée financièrement de tout le groupe, presque un cas d'école. Mais malgré ces frictions internes, le pôle d'attraction gravitationnelle de ce système alternatif se renforce, mois après mois, précisément parce que le système ancien semble de moins en moins fiable aux yeux de ceux qui n'appartiennent pas au cercle occidental. Du point de vue des décideurs occidentaux, les sanctions, les restrictions et les gels d'actifs restent des outils légitimes, réservés aux cas d'agression caractérisée ou d'espionnage avéré. Mais pour une large partie du reste du monde, ces mêmes mesures confirment surtout qu'aucun État, quelle que soit sa taille ou sa puissance apparente, n'est jamais réellement à l'abri d'une décision politique venue de l'extérieur, capable de figer en une nuit des décennies d'épargne souveraine. La question posée ici n'est pas d'ordre moral, elle est d'ordre stratégique, et c'est précisément cela qui rend la situation aussi dangereuse. Ce mois-ci, dans les capitales du monde entier, les responsables commerciaux ont dû réinventer un vocabulaire presque tous les jours pour décrire une réalité mouvante, insaisissable. Des États qui, autrefois, auraient hésité à utiliser l'arme économique, se demandent désormais si leurs propres entreprises pourront un jour se protéger de représailles similaires. Les acheteurs de terres rares se sont tournés vers le Vietnam et vers l'Inde. Les fabricants de puces électroniques ont diversifié leurs alliances de sous-traitance à une vitesse jamais vue. Les fonds souverains, eux, réduisent leur exposition au dollar, augmentant leur position en dirhams et en devises régionales. Les circuits se recomposent, littéralement, sous nos yeux. Et chaque nouvelle restriction ne fait qu'accélérer un peu plus cette reconfiguration déjà en cours. Si l'on prend un peu de recul historique, ce mois d'événements pourrait facilement se noyer dans le flot habituel des décrets ministériels et de la rhétorique diplomatique. Mais il révèle en réalité quelque chose de bien plus profond. Le vieux principe de neutralité économique de la mondialisation ne tient plus. Le système qui, hier encore, promettait ouverture et interdépendance pacifique s'est mué, sous la pression des événements, en un véritable champ de bataille, où les câbles sous-marins, les puces électroniques et les instructions administratives sont devenues les nouvelles armes de cette confrontation feutrée. Les milliards accumulés, les cargaisons bloquées, la nouvelle banque du BRICS qui prend son envol. Rien de tout cela n'est anecdotique. Ce sont les fragments visibles d'une transformation bien plus vaste, celle d'un basculement progressif du pouvoir vers l'ambiguïté, de la confiance mutuelle vers une méfiance méthodique et permanente. La question ouverte, celle qui devrait tous nous préoccuper, c'est de savoir si ce basculement conduira à une forme nouvelle de stabilité, un équilibre plus multipolaire mais tenable, ou bien s'il précipite le monde vers une fragmentation encore plus brutale, un monde où plusieurs systèmes financiers concurrents cohabiteront sans jamais vraiment se faire confiance les uns aux autres. Si les systèmes parallèles continuent de s'imposer plus vite que les règles universelles ne parviennent à s'adapter, les lignes de fracture financière pourraient devenir bien plus profondes que ce que nous observons aujourd'hui. Pour l'instant, les avoirs demeurent gelés. Les licences d'exportation conservent tout leur pouvoir de nuisance. La nouvelle banque émet ses obligations dans des devises que l'ancien système avait longtemps méprisées, presque ignorées. Et entre Bruxelles, Pékin et Jakarta, un nouvel équilibre des forces s'installe, méthodiquement, silencieusement, mais de manière de plus en plus irréversible. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Parce que ce qui se joue en ce moment n'a peut-être rien à voir avec ce que les communiqués officiels veulent bien nous faire croire. Derrière chaque décret technique, chaque saisie d'entreprise,
chaque compte gelé, se dessine une question bien plus vaste, presque vertigineuse. Combien de temps encore un seul système financier pourra-t-il prétendre régner sur l'ensemble de la planète, alors que la moitié du monde construit déjà, discrètement, sa propre sortie de secours? Et si le véritable choc, celui qui redéfinira réellement l'ordre économique mondial pour les décennies à venir, n'avait pas encore eu lieu? S'il ne s'agissait, en réalité, que des premiers craquements avant l'effondrement d'un édifice que tout le monde croyait éternel.